Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro de School TV Le Mag. Aujourd'hui, on fait nos valises et, eh bien, vous le savez, c'est à l'école du monde, direction sans plus tarder. Eh bien, on va partir à plus de 8000 km de Paris. On va prendre la direction de l'océan Indien et plus précisément de Mayotte. Comment marche le système éducatif là-bas? Irina Capron, ici présente, vous dit tout dans un instant. Mayotte cumule, ce n'est pas un secret, les difficultés. Quelles sont les réalités sur le plan éducatif? Le système est-il adapté, oui ou non, aux spécificités locales? Élément de réponse dans un instant avec nos invités. Et puis quel avenir pour l'éducation sur l'île? Quelles réformes faut-il mettre en place éventuellement? L'éducation des Mahorais est-elle en péril? On en parle tout de suite avec Anne-Laure Salmassis. Bonjour Anne-Laure, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignante titulaire de lettres anglais à Mayotte. Vous êtes au lycée Nord, c'est ça? C'est ça. Bonjour à tous. Je Bonjour. suis au lycée du Nord à Aqua. Depuis combien de temps? C'est ma 3e rentrée. Votre 3e rentrée. Merci d'être avec nous. Thierry de Noël est également avec nous via Skype. Bonjour Thierry. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale. Directeur académique adjoint depuis quand? Alors, depuis le mois d'octobre ici à Mayotte, mais je l'étais auparavant sous d'autres cieux. Allez, on converse avec vous, le débat dans un instant, juste après la loupe avec Irina. Salut Irina Capron. Bonjour Patrice Boisfer. Ça commence bien cette émission. À quoi ressemble le système éducatif à Mayotte? Alors la scolarité est obligatoire de 3 à 16 ans. Alors je le rappelle, Mayotte est un archipel de l'océan Indien situé entre Madagascar et la côte du Mozambique, mais c'est un département d'outre-mer qui fait partie de la France. Donc le système scolaire est pareil qu'ici en métropole avec l'école maternelle, l'école primaire, le collège et le lycée. Et pourtant on peut dire que le système mahorais est encore jeune. Effectivement, l'Académie de Mayotte par exemple a vu le jour au 1er janvier 2020, donc depuis 3 ans, une organisation administrative similaire à celle des académies de la métropole est en place. On parle d'un système éducatif jeune parce que l'école maternelle a fait son apparition il y a moins de 30 ans. Le premier lycée a été créé dans les années 80, le BTS n'a qu'une vingtaine d'années, le centre universitaire de formation et de recherche qu'une dizaine d'années. Alors à Mayotte, on compte 188 écoles maternelles et primaires, 22 collèges et 11 lycées et environ 37% des élèves vont à l'école publique. À quelles difficultés sont confrontés les élèves? Alors, plus de 75% des Mahorais vivent sous le seuil de pauvreté. La moitié de la population mahoraise est mineure. Donc, 610 000 élèves sont scolarisés. La plupart des mineurs sont isolés. Les établissements sont saturés. La plupart des écoles ont mis en place une rotation, c'est-à-dire que la moitié des élèves vont en cours le matin, l'autre moitié l'après-midi. Mayotte doit également faire face à l'insécurité et aux violences. Le racket, les bagarres et les affrontements entre bandes rivales sont de plus en plus fréquents autour des écoles. En janvier dernier, le maire de Mamoudzou, la capitale de l'archipel, a dû mettre du fil barbelé autour des établissements scolaires. Les écoles sont également protégées par des agents municipaux et des vigiles et les bus scolaires sont également de plus en plus attaqués. Merci Irina. L'expression orale avec nos invités. L'expression orale avec Thierry de Noël, qui est directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, et avec Anne-Laure Salmassis, qui est enseignante titulaire de lettres anglais à Mayotte. Comment qualifiez-vous, Anne-Laure, la situation à Mayotte en 2023 ? Alors c'est très particulier, vraiment c'est une aventure assez complète et complexe puisque moi à titre personnel je me sens très bien à Mayotte, mais il faut être honnête, il y a énormément de contraintes. Que ce soit au niveau de l'insécurité, parce qu'on y est confronté quand même assez régulièrement. Je vis dans le nord, près de l'établissement où je travaille, qui est assez calme, il faut le dire, mais c'est vrai que ces dernières semaines, derniers mois, on a beaucoup de faits de violence, donc ce qui est assez anxiogène. Et puis les conditions ne sont pas complètement réunis pour que les élèves aient de très bonnes conditions de travail. C'est-à-dire ? Alors, là où j'enseigne, par exemple, on manque beaucoup de matériel, on
On n'a pas de gestionnaire depuis quelques mois, donc c'est un processus qui est en cours pour que le nouveau gestionnaire arrive, mais du coup ça crée quelques petits dysfonctionnements. On n'a pas assez de matériel qui dysfonctionnent également, et puis les élèves ont un niveau en français déjà qui est assez bas, ce qui ne facilite pas l'enseignement finalement. Thierry Denoël, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, vous qualifiez comment la situation, vous qui arrivez au mois d'octobre à Mayotte? Vous avez été vous-même surpris par l'ampleur de la tâche? Eh bien non, pour être très franc avec vous, puisqu'effectivement c'est une situation que je connaissais, je m'étais tenu informé et je suis venu à Mayotte tout en sachant la situation de ce territoire. Le constat ne peut être que partagé. Mayotte est une terre qui connaît des difficultés en termes de violence. La sécurité physique des publics scolaires et des enseignants est en jeu quotidiennement. On parle aussi d'insécurité sanitaire. À l'heure où je vous parle, eh bien, malheureusement, nous avons dû fermer des établissements parce qu'il n'y avait pas d'eau. Les établissements sont de taille très importante et sans eau, bien évidemment, on ne peut pas fonctionner. Et il y a également une sécurité, ou plutôt une insécurité, je dirais, administrative, puisqu'un certain nombre de nos collégiens, de nos lycéens n'ont pas de papier et donc effectivement restent dans une insécurité administrative. S'y ajoute, et on vient d'y faire allusion, un manque de moyens en termes de locaux, en termes de matériel, en termes de manuels et bien évidemment en termes de professeurs et de qualification des professeurs. Mais encore une fois, ce constat et cette analyse sont très rapides et au jour d'aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est avec ces moyens et dans les limites que nous connaissons, comment mieux assurer la réussite des élèves qui nous sont confiés, parce que plus qu'ailleurs, l'enjeu est de taille ici sur Mayotte. Thierry Denoël, avant de rentrer plus dans le détail sur les enfants qui sont scolarisés, est-ce que vous avez des études, des informations sur les enfants qui sont non scolarisés à Mayotte et est-ce que cette part est en progression ? Alors bien évidemment, les chiffres sont très difficiles à obtenir. Ils dépendent pour partie des mairies, mais si on compare avec les chiffres de l'INSEE, globalement au niveau du premier degré, au jour d'aujourd'hui, il nous manque à peu près une vingtaine d'écoles. Nous avons un peu plus de 6 000 élèves qui ne sont pas scolarisés au jour d'aujourd'hui, faute d'accueil possible dans les classes. Alors bien évidemment, particulièrement en petite section. Au jour d'aujourd'hui, un peu plus de 5 000 élèves sont scolarisés donc, en petite section, des enfants de 3 ans, alors que la génération, elle est plutôt autour de 9 500 à 10 000 élèves. Dans 2 ans, ce sont effectivement des cohortes de 10 000 élèves qu'il va nous falloir scolariser. Les conditions matérielles au jour d'aujourd'hui, bien sûr, ne sont pas remplies. Tout le territoire est en éducation prioritaire ou en éducation prioritaire renforcée, REP ou REP+. Oui. Nous ne pouvons pas assurer des doublements en grande section. Nous les assurons avec très grande difficulté en CP et en CE1, puisqu'en fait, nous regroupons 2 salles de classe, enfin 2 groupes d'élèves dans une même salle de classe avec 2 enseignants différents. Donc vous le voyez, les conditions matérielles sont bien évidemment des limites, je dirais, à l'efficience des pratiques pédagogiques de nos enseignants. Il y a aussi des rotations qui ont été mises en place avec parfois des cours peut-être sur des demi-journées ? Effectivement, et ça date d'il y a plusieurs années déjà, pour faire face à la massification de l'enseignement. L'enseignement s'est très rapidement démocratisé. Il a fallu assurer un accueil d'élèves qui s'est dédoublé avec un accueil d'une classe avec un enseignant le matin et un accueil d'une autre classe avec un autre enseignant l'après-midi. Même si ce système n'est pas parfait, loin de là, il assure quand même un accueil scolaire. Et encore une fois, un enfant qui n'a pas sa place à l'école, qui ne réussit pas à l'école, est un enfant qui n'a pas d'avenir. Et l'enjeu sur le territoire est réel pour ces jeunes sans projet d'avenir possible. Anne-Laure Salmassi, je rappelle que vous êtes enseignante titulaire de lettres anglais à Mayotte. Sur ce territoire, les langues maternelles sont majoritairement le shimaoré et le shibushi, c'est ça ? C'est ça. Quel impact, du coup, dans l'apprentissage des élèves ? Bon nombre d'élèves, j'imagine, ne maîtrisent pas le français ? C'est ça. En fait, c'est assez difficile parce que moi, j'enseigne dans la section professionnelle, la section CEP, et bon nombre de mes élèves, donc au cours de ces 3 dernières années,
Je me rends compte qu'en fait, ils ont énormément de difficultés à déjà s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, dans un français correct. Et lorsqu'on veut enseigner une matière, une discipline, que ce soit en langue ou une autre discipline avec mes collègues, c'est assez difficile en effet de faire comprendre ce qu'on veut leur inculquer tout simplement. Donc c'est assez difficile, surtout en langue, puisque pour apprendre une langue, on passe de la langue ciblée à la langue maternelle. Et étant en France, on passe par le français. Mais c'est assez difficile puisqu'ils ne comprennent pas correctement le français. Thierry Denouel, c'est ce que vous avez peut-être découvert en arrivant sur le territoire, ou vous l'aviez ça a peut-être été mis en relief effectivement parce que vous avez étudié le dossier avant d'arriver au mois d'octobre à Mayotte. Ces élèves, ils sont tiraillés sur le plan linguistique? Alors effectivement, le français est la langue de scolarisation. Nombre d'entre eux découvrent la langue française lorsqu'ils arrivent à l'école. C'est la langue maternelle, le kibushi, le shimaoré. Ce sont maintenant 2 langues qui sont devenues des langues régionales et elles sont reconnues en tant que telles depuis le mois de mai 2021. Donc il est clair qu'il faut leur réserver une place particulière à l'école, encore une fois particulièrement à l'école maternelle, de façon à ce que les parents et les enfants puissent s'approprier les codes, l'organisation, le fonctionnement de l'école. Bien évidemment, la maîtrise de la langue française s'en trouve impactée. Au jour d'aujourd'hui, au niveau de la journée de la défense et de la citoyenneté, donc âgés de 17 et 18 ans, et uniquement les Français mahorais, on dénombre 70% de jeunes qui sont en difficulté de lecture, donc des jeunes qui ne lisent pas, qui ne comprennent pas d'une façon fluide et d'une façon aisée. Donc l'enjeu est de taille en ce qui concerne la maîtrise de la langue, mais je m'en voudrais d'oublier les mathématiques, on en parle peut-être un peu moins, et là également les chiffres sont assez faibles quant à la réussite du territoire dans le domaine des mathématiques. Mais il s'agit bien évidemment de raisonner, de comprendre, de résoudre des problèmes et pas seulement de faire des opérations là où on réussit un peu mieux. Thierry Denouel, c'est-à-dire qu'on se dirige vers un enseignement avec les 2 langues, ce sera un début de solution? Alors, de toute façon, effectivement, au niveau de l'école maternelle, il faut garder une place à cet enseignement. Dans le même temps, la langue de scolarisation reste le français. Les diplômes sont des diplômes nationaux, ce ne sont pas des diplômes mahorais. Donc, effectivement, progressivement passer de la langue qui est parlée à la maison à la langue française, adapter bien évidemment son langage, notamment les consignes, faire un travail spécifique sur la langue et mieux préparer les enseignants qui ne sont pas des enseignants locaux aux spécificités de la langue shimaorese et de la langue kibushi. Oui, j'imagine que la crise sanitaire n'a pas aidé cette situation. Alors, vous étiez peut-être présente à Mayotte pendant cette crise sanitaire. Justement, comment la pandémie a-t-elle impacté le système éducatif à Mayotte ? Oui, en effet, j'y étais à la rentrée 2020. Donc, pour la 2e période, on a été ici confinés à Mayotte tout le mois de février, en fait. Et il n'y avait pas possibilité de faire une continuité pédagogique. Alors, ça avait été mis en place, évidemment, mais les élèves sont majoritairement dépourvus de matériel informatique à la maison ou de connexion Internet à la maison. Donc, c'était très, très compliqué de pouvoir poursuivre cette continuité pédagogique. Anne-Laure, vous êtes prof de lettres anglais. Est-ce qu'il y a des profs de FLE, de français langue étrangère, à Mayotte? Alors, il me semble que oui. Dans mon établissement, il n'y en a pas de mémoire. Oui, je pense qu'il n'y en a pas. Mais je sais qu'il y a des formations dispensées pour se former au FLE, oui. Mais je ne sais pas dans quel établissement ils sont à l'heure actuelle. Thierry Denouel, c'est une solution, c'est une piste qui est à l'étude, qui est plus de profs de FLE, justement, à Mayotte? Alors bien évidemment, le territoire doit dénombrer davantage de personnel ressources et le FLE est une ressource. De la même façon, on pourrait avoir au niveau des enseignants venant de métropole davantage
de conseillers académiques, de formateurs. Ceci étant, il est clair qu'on ne peut pas faire l'impasse non plus sur les apprentissages nécessaires au titre de la prévention et donc faire un travail beaucoup plus ciblé, beaucoup plus précis sur l'école maternelle et l'école élémentaire, travailler à partir de l'analyse des évaluations institutionnelles. Elle nous révèle des points qui peuvent être des points d'appui, des points de force, et bien évidemment nos limites aussi. Les points de force révèlent un certain type d'apprentissage. Nos élèves sont plutôt dociles, ils apprennent de façon mécanique à partir de ces techniques qu'on peut effectivement transmettre. Il s'agit également pour nous d'aller vers des opérations cognitives supérieures et viser par exemple la compréhension qui pose problème. Et donc il y a tout un travail à faire, mais bien en amont du lycée pour permettre à chacun d'acquérir, je dirais, les fondamentaux des savoirs fondamentaux. Thierry Denoyel, je me mets 2 secondes à votre place. Vous êtes arrivé au mois d'octobre. Encore une fois, vous avez travaillé vos dossiers, vous connaissez la situation. J'imagine que quand on arrive sur le terrain, la situation est encore plus compliquée avec tout le territoire qui est classé, vous l'avez dit, en REP ou en REP+. On commence par où? Il n'y a que des priorités, il n'y a que des urgences. Et vous l'avez dit, en ce moment, c'est l'eau? Oui. Alors bien sûr, on ne peut pas se permettre d'attendre que toutes les conditions matérielles soient réunies pour travailler. Donc c'est tous ensemble, là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et encore une fois, nous avons un constat, le constat il est précis, il est détaillé. Nous avons un constat d'évaluation de nos élèves, nous avons des forces, il s'agit de travailler ses faiblesses. Donc il y a un conseil académique des savoirs fondamentaux qui se réunit pour travailler sur ces faiblesses, de façon à ce que nos élèves soient mieux armés dès qu'ils arrivent à l'école élémentaire et plus encore au niveau du collège. Parce que dans chacun des collèges de Mayotte sont développés des dispositifs ou des classes pour les élèves petits lecteurs, petits scripteurs et avec des faiblesses en mathématiques. Et bien évidemment, même si le collège fait ce qu'il peut, ce retard ne saurait être rattrapé et ce retard doit être, encore une fois, anticiper et mieux travailler au niveau de l'école maternelle et de l'école élémentaire. Anne-Laure Salmassis, quel est votre sentiment? Est-ce que le système scolaire, en tout cas le système scolaire à Mayotte, permet de lisser les inégalités ou il n'arrive pas à accomplir cette mission? Je pense que les choses sont faites pour essayer de tendre vers cet objectif. Ça reste quand même très compliqué, il faut le dire, puisque faute de matériel, faute de conditions nécessaires, avec beaucoup quand même de cours manqués à l'année à cause des insécurités, des bus qui sont attaqués et tout ce genre d'insécurité, c'est assez compliqué en fait. Donc les choses sont mises en place, c'est indéniable, mais je pense qu'il va falloir, je pense que ça prendra beaucoup de temps pour atteindre un objectif viable. Que fait-on des élèves à problème à Mayotte? Comment vous le gérez, vous, par exemple, au quotidien dans votre établissement? Anne-Laure? Alors, il faut savoir que les élèves sont très respectueux envers le corps enseignant. C'est assez surprenant de voir cette sorte de contradiction, puisqu'on a affaire à une violence et un climat violent ambiant à l'extérieur de l'établissement, parfois même à l'intérieur de l'établissement, mais on ne le ressent quasiment pas, rarement envers le corps enseignant. Alors ça arrive, on a quand même des exceptions, des élèves qui vont se montrer menaçants, mais c'est assez rare. Donc quand on a affaire à ce genre d'élèves, alors il y a les commissions, enfin on fait remonter à la direction, il y a des commissions, il y a des commissions disciplinaires et puis après il y a sanctions. C'est un sujet, les élèves à problème ou pas, Thierry Denoyel? Il y a une opération extraction? Alors, il faudrait déjà définir ce que veut dire élève à problème. Bien évidemment, nous avons des élèves qui sont en difficulté, nous avons des élèves qui présentent des problématiques de comportement, mais la collègue a raison, en salle de classe, nos élèves sont plutôt respectueux, dociles, ils viennent pour apprendre et pour travailler. Après, l'influence de l'environnement, l'influence de la société, les difficultés sociales reprennent bien évidemment le dessus. Et dès la sortie des salles de cours, effectivement, on retrouve des problématiques de violence, c'est clair.
Irina. Oui Thierry, tout ce manque de matériel, ce manque d'eau, cette insécurité concerne autant les écoles publiques que les écoles privées? Oui, bien évidemment, le manque d'eau et les difficultés des conditions sanitaires sont récurrentes. Alors, pour partie, effectivement, elles tiennent lieu en, je dirais, une réduction de l'estimation réelle de la population de Mayotte liée au nombre très important de clandestins qui y vivent. Mais au jour d'aujourd'hui, au niveau de la population scolaire, ce qui nous intéresse, nous, c'est effectivement comment permettre aux élèves de travailler sur l'extérieur. On ne l'a pas, on l'a subi. Je dirais, les enseignants subissent la violence, subissent les difficultés des conditions sanitaires de la même façon que l'ensemble de la population mahoraise. Thierry de Noël, je repense encore une fois, et je suis en boucle là-dessus sur votre équation, encore une fois, quand vous arrivez effectivement à Mayotte, avec ce sentiment peut-être, au vu des chiffres, qu'il faut individualiser les apprentissages, les enseignements, alors qu'on est à l'heure de la massification, vous nous l'avez rappelé, avec ces classes qui sont parfois bondées, surchargées, et avec lesquelles parfois on met en place des rotations. Oui, c'est effectivement un pari extrêmement difficile. L'individualisation, non, et elle n'est pas possible. La différenciation, oui, elle est déclinée par les collègues. Nous avons aussi des forces qui, paradoxalement, tiennent en la taille de nos établissements, que ce soit les écoles, les collèges et les lycées, qui permettent justement des groupes de professeurs, des groupes d'enseignants qui peuvent mutualiser je dirais leur savoir, leur expertise pour mieux répondre aux difficultés des élèves. On a des évaluations qui nous permettent de regrouper les élèves aussi pour tenter de répondre le mieux possible, sinon d'une façon commune et collective, du moins par groupe défini. Et donc on peut avoir des actions ciblées. Ensuite, il est clair que la formation des professeurs, nous avons 25% de contractuels dans le premier degré, 55% de contractuels dans le second degré. La formation, l'accompagnement des professeurs sur une île qui est éloignée de centres de formation et de ressources réelles est une problématique. Et là, peut-être faut-il réfléchir aussi sur comment mieux recruter, comment mieux former, comment mieux accompagner des enseignants ou des futurs enseignants locaux qui connaissent les difficultés de l'île, qui peuvent parler avec les familles, qui peuvent discuter avec les élèves et qui sont sans doute plus proches de l'environnement de Mayotte que ne le sont d'autres enseignants. 55% effectivement, jusqu'à 55% de contractuels, vous l'avez dit. On arrive peut-être à une certaine limite avec des contractuels qui, je l'entends à Mayotte, sont peut-être plus enclins à accepter des conditions parfois difficiles. Tout à fait. On est là au niveau des enseignants, mais la faiblesse de l'attractivité du territoire se ressent aussi chez les personnels de direction, chez les personnels d'inspection. Et donc, nous avons un territoire où les cadres manquent. Et assurer l'accompagnement, la formation des collègues qui, eux, sont en direct et en présentiel face à élèves, est une gageure. Alors, on s'y emploie et tous les contractuels, bien évidemment, sont formés, mais avec les moyens dont nous disposons au jour d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi le recrutement et repenser le recrutement local est un vrai défi pour ce territoire. L'info en plus avec Irina Capron. L'info en plus, Irina, tu nous parles des mineurs isolés. Oui, on en a parlé. Un habitant sur deux a moins de 18 ans, mais entre 5 et 8 000 enfants sont livrés à eux-mêmes. Alors face à cette situation, de nombreux habitants se battent pour aider les mineurs isolés et à les intégrer à la société mahoraise. Donc le collectif du quartier Magicavo aide les voisins et les jeunes déscolarisés. Un habitant a même transformé sa maison en une école qui scolarise environ une centaine d'enfants de 7 à 15 ans avec des professeurs bénévoles. Et à Mayotte, il existe également 3 maisons familiales rurales. Ces maisons ont pour objectif d'aider les jeunes isolés à s'intégrer dans la société et le monde du travail grâce à une formation alternative. Thierry de Noël, il y a des mineurs isolés qui arrivent à passer le bac et qui restent ensuite dans un flou artistique? Et oui, bien évidemment, notre population est une population scolaire. On ne demande pas les papiers avant d'entrer à l'école, on ne demande pas les papiers dans l'école. Ceci étant, pour pouvoir faire des stages en milieu professionnel, là, il faut être français.
pour bénéficier des aides de l'État, il faut être français. Et une vraie problématique est celle d'élèves pour lesquels l'école finalement n'est pas un moyen de se réaliser professionnellement parlant, parce qu'après l'école, il n'y a plus de possible. Il n'y a pas de projet professionnel possible en dehors du territoire, et ce territoire reste limité. Pour partir en métropole, il faudrait des papiers qu'un grand nombre de nos jeunes n'ont pas et dont ils ne disposent pas au jour d'aujourd'hui. Et lorsqu'effectivement vous n'avez pas votre place à l'école, vous n'avez pas la réussite à l'école, à la sortie vous ne pouvez pas sortir de cette école, il y a des problématiques qui se posent, qui ne sont plus des problématiques scolaires et qui sont des problématiques de société et qui se posent au jour d'aujourd'hui sur le département de Mayotte. Anne-Laure Salmassis, après 3 rentrées, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous? Parfois, vous avez envie de baisser les bras ou vous arrivez à trouver l'énergie et à rester toujours positive? Alors oui, ça m'arrive de vouloir baisser les bras parfois parce que, surtout quand on a des périodes où il y a beaucoup de violence, on est assez démotivé. On voit que nos élèves sont victimes en fait. Quand on voit les bus attaqués sur les routes, oui, on est un peu démotivé parfois. Quand on voit aussi qu'en fin d'année, nos élèves ont le bac et ils demandent des établissements en métropole ou à La Réunion, mais ils n'ont pas eu leur papier à temps, donc ils ne peuvent pas partir, pour ceux qui n'ont pas leur papier évidemment. Donc oui, c'est assez frustrant et c'est assez démotivant parce qu'on se dit à quoi bon finalement, puisque ces élèves qui ont travaillé d'arrache-pied pour essayer de s'en sortir, il y a énormément de contraintes finalement à leur réussite. Thierry Denoël, quel motif d'espoir? La jeunesse de ce territoire qu'on croise tous les jours, qu'on croise au quotidien. Alors les motifs d'espoir, bon, encore une fois, nous avons des ressources locales, c'est à nous de les renforcer, à nous de les consolider pour prendre réellement en main et accompagner cette jeunesse du territoire qui doit pouvoir avoir un avenir ici sur le territoire, mais aussi en dehors du territoire. Merci infiniment à tous les deux. Merci encore une fois pour votre temps, pour vos témoignages, pour vos éclairages surtout sur cette situation à Mayotte. On n'hésitera pas à revenir faire un point d'étape dans quelques mois pour voir comment la situation évolue à Mayotte. Merci beaucoup, mais un grand merci à Thierry Denoël, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, et à vous aussi, Anne-Laure Salmassis, enseignante titulaire de lettres anglais du côté de Mayotte. Merci à tous les deux. Irina, on se retrouve demain. Merci à vous. Demain, même chaîne, même heure. Oui, exactement. Toujours. Bon pied, bon oeil. J'ai cru que je vous avais perdu. Non, je suis toujours là. Surtout pas, elle est là. Excellente journée en notre compagnie. Ciao.